Alors, il y a eu beaucoup de questions, donc je vais essayer de les regrouper. Je vois des questions sur le plan de restriction au niveau européen, des questions sur le plan ministériel français, et beaucoup de questions sur les leviers d'action et sur les alternatives. Peut-être je pourrais commencer à répondre sur le plan de restriction européen au niveau de REACH. Déjà, il y a une question qui a été posée sur où en est cette réglementation, où en est sa révision. Il faut savoir que donc, le règlement REACH est actuellement en cours de révision. Elle est absolument fondamentale pour une meilleure connaissance des propriétés toxiques des produits chimiques, pour une meilleure efficacité justement de ce règlement, pour que ces substances soient mieux réglementées de manière plus rapide et plus efficace. Et dans ce sens, cette révision qui actuellement aurait dû être présentée par la Commission européenne en début d'année 2023, cette révision a été repoussée a priori à la fin de l'année 2023, ce qui est absolument dramatique, car il y a un risque que cette révision ne soit pas adoptée d'ici les prochaines élections européennes, alors que cette révision permettrait une grande amélioration dans la gestion des produits chimiques en Europe, et en particulier sur les PFAS. Sur les PFAS, beaucoup d'entre eux sont des polymères, beaucoup d'entre eux sont utilisés en intermédiaire de synthèse, et de ce fait, à cause de ça, ils ne sont pas réglementés sous REACH, mais la révision de ce règlement permettrait justement d'avoir plus de connaissances sur ces polymères et d'avoir une meilleure réglementation de ces polymères. Donc, à l'heure actuelle, là où je vous parle, je n'ai pas d'éléments plus précis sur quand est-ce que le règlement REACH sera révisé. Nous souhaiterions qu'une proposition soit proposée dès le mois de juin, et nous aimerions le plein soutien de la France pour que cette révision puisse arriver le plus tôt possible. Concernant le plan de restriction donc de PFAS dans le cadre de ce règlement, déjà il faut bien avoir en tête que le processus va être extrêmement long. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas avant 2026-2027 qu'il sera appliqué, et donc c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'avoir des actions au niveau national et dès maintenant. Pour moi, ces actions européennes et nationales sont complémentaires. Au niveau européen, donc, il y aura des interdictions, des restrictions, hein, ce ne sera pas des interdictions complètes, mais des restrictions d'usage. Il y aura toujours des quantités minimales qui seront autorisées dans les produits, ce sera déjà beaucoup mieux, mais ce ne sera pas une interdiction complète. Donc l'approche qui a été proposée par les 5 pays qui ont proposé ce règlement était de considérer l'entièreté de la famille, parce qu'ils sont quasiment tous très persistants, et parce que certains d'entre eux ont été reliés à des effets graves sur la santé. Donc on considère que l'ensemble de la famille pose problème à cause de ça, parce qu'ils sont persistants et parce que certains sont néfastes pour la santé et les écosystèmes. Concernant l'approche aussi qui a été proposée par ces 5 pays, il y a des dérogations qui ont été proposées. Ces dérogations ont été proposées sur la base de la disponibilité d'alternatives ou pas. Donc pour les usages pour lesquels il y a une alternative, et il y a beaucoup d'usages pour lesquels il y a déjà des alternatives. Ce sont les usages très courants dans les emballages alimentaires, par exemple, il y a déjà des alternatives. Dans les produits, dans les textiles imperméabilisants, il y a déjà des alternatives. Et d'ailleurs, il y a déjà des grandes marques qui utilisent ces alternatives, et pour elles, ça devient un argument marketing en fait de ne pas utiliser ces substances. Je pense à une grande marque de restauration rapide qui fait des hamburgers très célèbres qui n'utilise plus de PFAS dans ses emballages. Également, il y a des grandes marques de vêtements textiles, une grande chaîne française notamment, qui commence à faire de la publicité en disant qu'elle n'utilise plus de fluoropolymères dans ses vêtements techniques. Donc il y a plusieurs usages pour lesquels c'est possible, il y a des alternatives qui existent déjà. Et pour ces usages pour lesquels il y a déjà des alternatives, les 5 pays européens ont proposé des délais d'application plus courts, de 18 mois. En 18 mois, après l'entrée en vigueur de la restriction européenne, l'usage serait interdit.
Pour d'autres usages, c'est plus compliqué, effectivement. Il y a besoin de peut-être un peu plus de temps, et c'est pour ça que les pays ont proposé des délais très longs, jusqu'à 13 ans, pour trouver des alternatives. Et donc pour nous, c'est vraiment une énorme opportunité pour les industriels de développer l'innovation et de développer de nouvelles solutions sans produits fluorés. Voilà, j'espère que si vous voulez rebondir sur les questions sur REACH, M. Boisdonel. Plusieurs questions ont été posées effectivement sur REACH. On a beaucoup œuvré côté français, notamment pendant la présidence française de l'Union européenne, sur la révision du règlement REACH. Et au cours du premier semestre 2022, nous avions organisé en mai une conférence où on avait invité l'ensemble des parties prenantes et la Commission européenne pour voir justement quelles étaient les améliorations qui étaient possibles d'apporter au règlement REACH, de façon à ce que le règlement REACH puisse être modifié et amélioré de manière assez rapide. Où on en est aujourd'hui. Donc il y a une annonce qui a été faite au début de l'année 2023 par la Commission de décider du report de la présentation du règlement à la fin de l'année 2023. Il y a des discussions au sein de la Commission européenne sur quels pourraient être les dispositifs ou dispositions qui pourraient être présentés un peu en avance de phase par rapport à d'autres. Il y a aussi des discussions sur quelles seront les voies utilisées pour réglementer certains aspects de cette mise sur le marché des substances chimiques au niveau européen. Est-ce qu'on passera par des actes délégués de la Commission européenne? Est-ce qu'on passera par des actes qui nécessitent une validation par les États membres? Donc la Commission continue à réfléchir sur l'évolution du règlement REACH. Nous, on voyait le règlement REACH comme une opportunité d'aller plus vite pour retirer du marché des substances problématiques. Aujourd'hui, ce mécanisme d'interdiction n'interdit qu'une trentaine de substances, alors qu'il y a potentiellement plusieurs centaines de substances qui pourraient être interdites, et le processus d'interdiction est trop lent, et c'est la raison pour laquelle la France avait à l'époque souhaité modification de ce règlement REACH. Alors, après la décision de présenter le règlement à la discussion au Conseil et au Parlement appartient à la Commission. Et donc, aujourd'hui, la Commission reste, d'après ce qu'on a compris, sur une proposition à la fin de l'année 2023. Ensuite, sur peut-être la restriction en elle-même, la manière dont la restriction est apportée, et c'est M. Saint-Huil qui a posé la question, il disait, mais je comprends qu'il y a deux possibilités, soit on interdit tout de suite, soit il y a des dérogations dans le temps, et effectivement, c'est le projet de restriction tel qu'il est porté par les Allemands et les Néerlandais. Il y a deux options, soit dans un délai de 18 mois, l'ensemble des PFAS sont interdits, soit on accorde des dérogations à certaines substances parce que leurs usages sont trop sensibles et il n'y a pas d'alternative pour les usages en question. Sur les alternatives possibles, Pauline a rappelé les cas où on peut se passer des PFAS. Quand on a mis du téflon dans des vêtements pour les imperméabiliser, on aurait peut-être pu déjà éviter de mettre du téflon dans des vêtements. On peut porter des vêtements sans téflon et c'est quelque chose qui est possible. Pour certains usages où on compte sur la résistance thermique et mécanique du téflon ou d'autres polymères fluorés, ça va être plus compliqué. On voit que certains polymères fluorés sont utilisés pour la production d'hydrogène dans le cadre de la production de membranes, des électrolyseurs qui vont servir à faire de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est potentiellement un moyen d'accélérer la transition énergétique de la France. Ça peut être utilisé aussi dans des batteries. Les batteries, la France en aura besoin si elle veut développer des véhicules électriques. Donc on voit qu'il y a des usages de polymères fluorés qui potentiellement vont être probablement
problématiques pour être enlevées. Sur la question du risque posé par les substances versus la persistance dans l'environnement, qui est une question qui a été posée tout à l'heure par M. Vattin, c'est aussi quelque chose qui sera regardé dans le cadre de l'évaluation qui est en cours par les instances européennes. Si on reprend le calendrier de cette évaluation, la restriction qui a été déposée par les Allemands et les Néerlandais avec le soutien des 3 autres États dont on a parlé tout à l'heure, bon, d'abord, premièrement, elle a vocation à s'appliquer sur tout le territoire européen. Donc ce n'est pas une expérimentation seulement dans ces pays-là, ça a vocation à s'appliquer sur tout le territoire européen. C'est ouverte depuis le 22 mars une consultation du public qui a vocation à recueillir l'ensemble des commentaires faits par les parties prenantes et notamment les industriels pour savoir quels sont les éléments sur les risques et éventuellement aussi sur les aspects importants pour l'économie des substances en question. Donc pendant plusieurs mois, la Commission européenne va recueillir ces informations et elle sera utile pour la suite du processus. Notamment compte tenu de la philosophie de la restriction, puisque la philosophie de la restriction, c'est soit on interdit tout au bout de 18 mois, soit il y a des dérogations pour certains usages. Donc les dérogations pour certains usages, si on prend par exemple l'aide à la production de PFAS polymères, c'est 6,5 ans tel que c'est prévu par le projet des Allemands et des Néerlandais. Si on prend les textiles utilisés dans les équipements de protection individuelle pour protéger les utilisateurs contre les risques liés à certaines substances dangereuses, là la dérogation prévoit le projet de restriction prévoit une dérogation de 13,5 ans pour être capable de trouver des alternatives aux substances en question. Bon. Une fois que cette collecte d'informations a été faite, le dossier est examiné par 2 comités. Il y a un premier comité qui s'appelle le RAC, qui est un comité d'experts scientifiques sanitaires. Il y a une personne, il y a une Française qui a été désignée d'ailleurs pour participer à ce comité, qui travaille pour l'INERIS, et ce comité a déjà commencé à travailler, c'est déjà réuni de manière à pouvoir examiner les informations qui sont déjà disponibles. Donc ce comité, lui, il est chargé de regarder quels sont les impacts pour l'environnement et quels sont les impacts pour la santé des substances en question. Potentiellement, ce comité peut être amené à dire « je considère que cette substance, elle est stable dans l'environnement, elle est bien maîtrisée dans son cycle de vie, les rejets sont maîtrisés par les industriels et les risques peuvent être maîtrisés sans nécessairement passer par une interdiction ». C'est une possibilité, c'est déjà arrivé dans l'histoire du RAC, de ne pas suivre une proposition d'interdiction en considérant que les risques n'étaient pas suffisamment établis pour avoir cette restriction au niveau européen. Donc il y aura cette analyse-là. Il y a un deuxième comité qui va également regarder le dossier, c'est le comité CEAC, qui lui regarde les conséquences socio-économiques. C'est dans ce comité que vont être regardées les alternatives possibles à l'utilisation de ces substances. Et seront examinées la crédibilité des alternatives aux substances en question. Et si dans certains secteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, le comité arrive à la conclusion que ça peut potentiellement poser des problèmes, ou bien inversement, le comité conclut qu'on peut retirer plus vite les substances du marché, eh bien ça rétroagira sur le texte du projet de restriction tel qu'il sera proposé au final par la Commission européenne, avant soumission à un comité qui est un comité des États membres, où siègent l'ensemble des États de l'Union européenne, un comité qui donne un avis à la fois technique mais aussi politique sur la restriction qui est proposée, avant l'adoption définitive de la restriction. Compte tenu de l'ampleur du dossier, c'est potentiellement plus de 10 000 substances, on a des risques qui sont extrêmement différents, qui ne sont pas très bien analysés, on l'a dit tout à l'heure, autant sur certaines substances, on commence à avoir des connaissances et sur l'impact pour l'homme et sur l'impact pour certaines espèces dans les milieux et dans l'environnement. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc il y aura forcément un temps assez important pour regarder l'ensemble de ces sujets. Et au final, la restriction telle qu'elle sera proposée à l'horizon
25 par la Commission européenne, tiendra compte de l'ensemble de ces analyses. Sur une autre mesure qui a été proposée tout à l'heure, sur les emballages alimentaires. C'est-à-dire qu'effectivement, et notamment l'année dernière, quand les Danois étaient venus, lorsqu'on a fait ce colloque sur l'évolution du règlement REACH dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, les Danois avaient expliqué qu'ils avaient mis en place des dispositions pour interdire les PFAS dans certains cartons destinés à emballer les aliments. Donc c'est une mesure qui a été prise par les Danois. Les Danois sont plutôt contents évidemment de la mesure qu'ils ont mise en place. Et c'est une mesure qu'ils reproposent de nouveau évidemment dans la restriction telle qu'elle est portée là. Alors, interdire en avance de phase des substances chimiques en France, ça pose toujours la question du respect des règles de libre-échange. Et la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne pourrait trouver à redire si on anticipe au niveau national une interdiction, y compris sur les emballages alimentaires. On a déjà, pour autant, pris des mesures en avance de phase sur certaines substances chimiques, puisque vous disiez, mais est-ce que la France peut prendre le lead? Alors, il se trouve qu'il y a un sujet où la France a une position de leader en Europe, c'est sur les perturbateurs endocriniens. Et c'était un des sujets d'ailleurs qu'on a poussé au moment de la présidence française de l'Union européenne. On avait demandé à ce qu'il y ait une définition transversale au niveau de l'ensemble des réglementations européennes de ce qu'est un perturbateur endocrinien, de manière à pouvoir prendre des mesures d'interdiction ou de restriction pour tout un tas d'objets qui sont réglementés à titre divers, comme les jouets, comme les emballages alimentaires ou autres. C'est une victoire française, puisque la définition des perturbateurs endocriniens harmonisés au niveau européen a été adoptée en fin d'année dernière, et elle rentre cette semaine en application. Donc oui, il y a des sujets où la France est leader. Peut-être d'ailleurs que, comme on a beaucoup travaillé sur ces questions de perturbateurs endocriniens, comme on a beaucoup fait travailler nos experts, notamment les experts de l'INERIS et les experts de l'ANSES sur ces questions de perturbateurs endocriniens, on a eu un peu moins de temps à consacrer en termes d'expertise sur les sujets des PFAS. Pour autant, on savait que les Danois, les Néerlandais y travaillaient, que les Allemands y travaillaient aussi. Donc c'est possible de prendre des mesures d'interdiction au niveau national. On l'a déjà fait pour le bisphénol A, on l'a fait pour les contenants alimentaires il y a quelques années. C'est possible, mais ça nécessite beaucoup d'explications au niveau de la Commission européenne. Ça nous a valu des recours contre la décision au niveau français. Il a fallu défendre les recours au niveau du Conseil d'État, puis ensuite s'expliquer devant les différentes instances au niveau européen. Donc ça peut être fait, mais ça présente un certain nombre de difficultés, ça présente un certain nombre de risques, et il faut bien mesurer le risque. Et maintenant que le train est parti et que cette restriction est en bonne voie d'examen et d'adoption, il faut mesurer le coût-bénéfice d'une interdiction nationale en avance de phase par rapport à l'interdiction européenne. Là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la restriction au niveau européen, c'est la meilleure manière de réduire les risques posés par ces substances à très court terme. Oui, je crois qu'il y a eu plusieurs questions posées, enfin, c'est un peu difficile comme exercice, c'est un peu décousu, mais il y a eu plusieurs questions posées sur l'élargissement des listes dans les actions de surveillance. Je pense qu'un point qu'il faut bien garder en tête, c'est que déjà ça va plutôt dans le bon sens. Ça peut sembler limité en termes d'ambition, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même assez difficile déjà d'arriver à doser plusieurs dizaines de PFAS. C'est un bel effort. On est incapable, aucun laboratoire ne pourra proposer un dosage exhaustif de l'ensemble des PFAS, quel que soit le type d'échantillon. Déjà parce qu'on ne sait pas quel composé doser. Et puis derrière, on ne va pas nécessairement avoir tous les moyens techniques de le faire. Ce qui pourrait être envisagé éventuellement en complément à ce qui est proposé, c'est d'avoir des approches plus globales où on n'a pas d'informations à échelle moléculaire, on ne va pas être capable de dire quels sont les composés présents, mais on a des méthodes indirectes qui permettent d'estimer la quantité de PFAS présente dans un échantillon. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui sera à mettre en œuvre dans les années qui viennent.
Et il y avait une question qui m'a intéressé, mais je pense que ça pourrait nécessiter une journée de discussion, c'est comment mieux articuler l'acquisition des connaissances scientifiques et la formation du grand public. Je pense qu'on pourrait organiser des journées dédiées. En fait, c'est la question que je me suis posée, en fait, parce qu'à titre personnel, je travaille sur les PFAS depuis presque 15 ans, et je ne suis pas le seul, hein, mais on a eu des résultats, même au niveau national, qui sont sortis il y a plus de 10 ans, facilement, avec un retentissement finalement assez faible. C'est vrai que ça interroge sur le fait qu'on soit obligé d'attendre la sortie d'un dossier dans le monde associé à d'autres médias pour que cette problématique trouve un écho, passer nos connaissances et comment c'est transmis en fait au grand public et comment vous en saisissez aussi. J'ai pas la réponse. Hein. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Baudenez sur les interdictions au niveau national et les problèmes que ça pose. Donc, comme on l'a déjà dit, plusieurs pays européens ont déjà une interdiction des usages dans les emballages alimentaires, comme le Danemark, mais aussi les Pays-Bas. Il y a aussi un usage qui est responsable d'énormément d'émissions dans les sols et par conséquent dans les eaux souterraines et a fortiori dans l'eau potable. Ce sont l'usage dans les mousses anti-incendie. Et là aussi, les Danois et la Norvège ont déjà interdit l'utilisation de perfluorés dans les mousses incendie utilisées dans leur armée de l'air et de terre. Donc c'est un autre exemple d'action nationale qui peut être faite dès maintenant sans attendre la restriction européenne qui, j'insiste dessus, va prendre énormément d'années avant d'être appliquée. D'autant plus qu'une fois qu'elle sera appliquée, il y aura encore des délais de 18 à 13 ans pour que les interdictions soient effectivement effectives. Donc c'est pourquoi il faut vraiment agir dès maintenant et la France peut être leader sur ce sujet comme elle l'a été sur les perturbateurs endocriniens. Donc, il y a eu plusieurs questions sur le plan français. Plusieurs intervenants ont souligné qu'il venait tardivement, mais que c'était une bonne chose qu'il arrive, même si c'était tardif. Et, Gabriel Amar, vous avez dit que le plan n'était pas à la hauteur des enjeux. Alors nous, à Génération Future, nous avons évidemment salué l'arrivée de ce plan. Nous sommes très contents que la France prenne à cœur cette problématique. Et nous avons effectivement souligné les faiblesses du plan. Notamment par rapport à la surveillance des milieux. Concernant la surveillance des milieux aquatiques, en France actuellement, il n'y a que 5 PFAS qui sont recherchés obligatoirement dans les eaux de surface. Dans le plan proposé par la France, il est évoqué la possibilité de réfléchir à inclure plus de substances dans cette surveillance. Il faut savoir que dans le cadre de la proposition de révision de la directive cadre sur l'eau européenne, l'Europe, donc la Commission européenne, a proposé de surveiller 24 substances dans les milieux aquatiques. Donc c'est vrai qu'en n'en surveillant que 5 de manière obligatoire, on est très loin de ces 24 substances qui seraient jugées prioritaires par la Commission européenne. Également, avec le rapport qu'on a publié en janvier 2023 sur la surveillance des milieux aquatiques en France, on a montré qu'il y a une grande hétérogénéité sur le territoire de cette surveillance, qu'il y a des départements qui vont rechercher un PFAS dans toute l'année. On a fait une recherche pour 2020 uniquement. Donc la surveillance, elle est extrêmement hétérogène sur le territoire. Et ce qui fait que l'état de la contamination est sous-estimé parce que les PFAS sont peu ou mal recherchés sur tout le territoire. Et moi j'insiste sur le fait qu'il faille des actions sur tout le territoire et pas uniquement à proximité des industries qui sont des sources évidentes d'émissions. Les PFAS ils sont mobiles dans l'air ou dans l'eau et on les retrouve absolument partout, pas uniquement à proximité des sites industriels. Donc évidemment, ces sites industriels doivent être considérés en priorité, mais il ne faut pas oublier le reste du territoire et il faut que cette surveillance, elle soit partout sur le territoire. Sur la surveillance de l'eau potable, donc la directive sur l'eau potable en Europe s'appliquera en 2026.
Et donc à partir de ce moment-là, l'obligation de rechercher 20 PFAS dans l'eau potable en France sera appliquée. Actuellement, donc elle n'est pas obligatoire sur tout le territoire. La recherche des PFAS dans l'eau potable se fait cependant déjà dans les sites où la pollution a été avérée, comme autour de Pierre-Bénite à Lyon. Mais encore une fois, nous proposons que cette surveillance, et c'est vraiment un levier d'action qu'on peut faire tout de suite, c'est que la surveillance de l'eau potable soit réalisée de manière obligatoire dès maintenant et partout sur le territoire, encore une fois, pas que à proximité des sites industriels. Il faut bien se rappeler que l'homme se contamine essentiellement via l'alimentation ou via l'eau potable. Donc c'est vraiment sur ces deux points que l'on peut avoir des mesures concrètes et qu'il faut axer la surveillance. Également, la surveillance des denrées alimentaires n'est pas du tout mentionnée dans le plan national français, alors que c'est la première source de contamination de l'homme. Donc il faut avoir aussi une surveillance régulière et hétérogène sur toute la France des denrées alimentaires, essentiellement des denrées alimentaires qui sont connues pour accumuler les PFAS comme les œufs par exemple. On sait qu'autour de Lyon, la consommation des œufs des poulaillers, des particuliers a été interdite parce qu'ils contenaient des teneurs hallucinantes de PFAS. Sur le plan d'action français, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Merci. Alors sur la question de l'interdiction dans les mousses anti-incendie, il se trouve que l'Agence des produits chimiques européens avait déjà déposé une restriction, un projet de restriction sur ces mousses anti-incendie. L'avis définitif des deux comités dont je parlais tout à l'heure, le comité RAC et le comité CEAC, donc le comité d'experts sur les risques et le comité d'experts en matière d'analyse socio-économique, rendront leur rapport définitif en juillet entre juillet et août 2023, donnant la possibilité d'une adoption sans doute assez rapide de cette interdiction avant la fin de l'année 2023, et ce au niveau européen, sans nécessairement repasser par une interdiction nationale. Sur la surveillance dans les milieux. Alors effectivement, l'idée c'est de pouvoir, en avance de phase par rapport à la directive européenne sur l'eau potable, pouvoir diligenter par les ARS des contrôles sur la présence des PFAS dans l'eau potable. L'idée c'est quand même d'aller les rechercher là où la probabilité de les trouver est la plus importante, puisque il y a des endroits où on sait que potentiellement il peut y en avoir, et donc c'est bien l'intention du gouvernement de faire des analyses sur l'eau potable là où le risque est le plus élevé d'en trouver. Sur l'évaluation des risques que ces substances posent, il y a un point qu'on n'a pas mentionné non plus, c'est l'initiative PARC, qui est un plan sur la recherche des effets des substances chimiques et sur l'homme et sur l'environnement. C'est un dispositif qui va permettre de financer des recherches à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les 5 prochaines années sur ces questions-là. Et c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire française, l'ANSES, qui a été choisi par la Commission européenne pour piloter les travaux de cette initiative PARC. Et bien évidemment, dans le cadre de cette initiative, il y aura des travaux de recherche qui seront financés sur les effets sanitaires et sur les effets sur l'environnement des PFAS. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est à mentionner. Et je pense que j'en ai peut-être répondu à toutes les questions, mais... Voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose tout à l'heure.
je voulais insister sur la surveillance des sols qui également n'est pas beaucoup mentionné dans le plan français. Il y a des sites qui sont extrêmement contaminés, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les sites d'entraînement militaires ou des sites d'entraînement des pompiers qui utilisent des mousses anti-incendie, qui ont utilisé ces mousses dans leur exercice et qui ont contaminé les sols de façon très importante. Et je pense qu'il faut avoir une surveillance des sols autour de ces sites actuels et anciens, parce que ces substances y restent vu qu'elles sont quasiment indestructibles. Donc il faut avoir une surveillance des sols à ces niveaux-là. Et également, je voulais mentionner un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est sur les normes sur l'eau potable. Monsieur Boudonnez a dit que la directive européenne proposait une norme qui est fixée à 100 nanogrammes par litre pour l'ensemble de 20 PFAS jugés prioritaires et 500 nanogrammes par litre pour tous les PFAS. Il faut savoir que ces valeurs sont très critiquées, que ce soit par la communauté scientifique, mais aussi par la Commission européenne elle-même. Très critiquées, pourquoi? Parce qu'elles seraient jugées pas assez protectrices. D'après l'EFSA, l'EFSA a dérivé une valeur sanitaire de l'ordre de 4 nanogrammes par kilo par semaine. Et cette valeur sanitaire correspondrait à des valeurs dans l'eau potable de l'ordre du nanogramme par litre. Les Danois ont d'ailleurs proposé une norme pour l'eau potable pour 4 PFAS fixée à 2 nanogrammes par litre. Hein, on est bien en dessous des 100 nanogrammes par litre proposés par l'Europe. Également, aux États-Unis, l'USEPA a proposé comme norme pour l'eau potable 4 nanogrammes par litre pour le PFOS et le PFOA. Donc voilà, il faut aussi bien avoir conscience qu'il y a des normes qui sont proposées, c'est une excellente chose, mais malheureusement ces normes ne sont pas suffisamment protectrices, et donc il faudra avoir aussi une réflexion sur la possibilité d'avoir des normes plus protectrices que cela en France. Allez-y, et après on passe aux questions. Juste un très court commentaire. Il y a eu plusieurs questions autour de la recherche alternative, et en fait, juste ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ce que l'industrie a fait par le passé, c'est utiliser des nouveaux fluorés à la place des anciens fluorés, des anciens décomposés historiques, et que ça, c'est un côté un peu fuite en avant. Puisqu'on l'a vu, en fait, tous les composés de la famille sont soit persistants, soit génèrent des composés persistants du fait de leur transformation dans l'environnement. Et si on considère, il y a des débats là-dessus, mais si on considère que la persistance en elle-même suffit à motiver l'interdiction de ces composés, il faut garder ça en tête, en fait. Il existe pas pour toutes les applications, et ça a été bien présenté par M. Boudonnez, il n'existe pas des alternatives non fluorées actuellement pour toutes les applications. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, et certainement c'est à promouvoir, mais quand il en existe, je pense que c'est la solution à retenir. Merci. Nous revenons aux questions, et la parole est à Jean-Luc Fugite pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse peut-être plus particulièrement à M. Boudonnez, même si les autres personnes peuvent intervenir, bien entendu. En tant que député du sud du département du Rhône, je rappelle que depuis plusieurs mois, nos concitoyens vivent une période de stress et de doute, car nous ne connaissons pas précisément et avec exactitude l'impact avéré et à venir des rejets de PFAS, donc de l'usine Arkema de Pierre-Bénite, au sud du département, enfin au sud de Lyon. Alors j'ai 3 questions. Ne pensez-vous pas qu'une étude épidémiologique large doit être menée, doit être réalisée, et selon vous, pour quantifier donc, ces PFAS dans nos organismes, et selon vous, selon quel périmètre? Il faut aussi manifestement améliorer la connaissance des rejets et de l'imprégnation des différents milieux, en particulier des milieux aquatiques et évidemment atmosphériques, pour réduire l'exposition des populations. Par conséquent, que préconisez-vous en la matière? Et enfin, pour Arkema à Pierre-Bénite, on cherche à réduire les rejets, mais ne faut-il pas faire en sorte que ces rejets à queue cessent le plus vite possible et non pas dans quelques mois? Quel est votre avis sur la question? Merci. Merci. La parole est à Daniel Bolbois.
Merci, Monsieur le Président. Sur le sujet, c'est vrai que ces PFAS sont utilisés depuis 1940. Ils sont présents partout, mais ils ont aussi apporté beaucoup de bénéfices et d'utilité du point de vue de la santé, par exemple. Et donc, il va être quand même très difficile de faire accepter de s'en passer. Donc, vous parlez d'alternatives, mais on voit bien que les alternatives, ce sont des substituts qui posent les mêmes problématiques après. Je voulais vous poser la question aussi, vous l'avez dit, sur le recyclage des déchets. Effectivement, certains cartons, par exemple, sont présentés comme recyclables alors qu'ils contiennent des PFAS qui, eux, ne sont pas recyclables. C'est le problème sur les boues d'épuration. Et puis, sur le traitement des eaux de consommation, il existe, d'après ce que j'ai cru comprendre, un moyen de les traiter et de les dégrader en chauffant l'eau à plus de 80 degrés et avec des réactifs courants qui permettent de les éliminer. Donc où en est la recherche de ce point de vue-là. Il s'agit uniquement de l'eau de consommation. Merci. La parole est à Nicolas Thierry. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement vos réponses et je me pose néanmoins une question. Monsieur Labadie, vous travaillez depuis 15 ans sur le sujet des PFAS. Le scandale aux États-Unis est connu depuis les années 2000. Les premières mesures de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis datent de 2006. Et d'ailleurs, elle préconise une sortie de ces substances depuis 2006. En France, le débat émerge suite à l'enquête qui a été une onde de choc, cette enquête du Monde. Et du coup, la question que je me pose avec un peu de recul, c'est en France, depuis quand sait-on? Depuis quand l'État et les industriels savent-ils? Et est-ce que vous identifiez un décalage entre la construction de la connaissance scientifique et l'action publique? Ça me semble, au regard de tout ce qui a été dit, ça me semble quand même une question qui s'impose et à laquelle il va falloir répondre à un moment ou à un autre. Merci. La parole est à Hubert Hoth. Merci Monsieur le Président, vraiment merci pour avoir mis à l'ordre du jour de cette commission ce sujet, et grand merci aussi aux trois intervenants pour la qualité, la pertinence et l'efficacité avec laquelle vous avez évoqué le sujet. Moi je trouve ça monstrueux, cette histoire de PFAS montre à quel point nous sommes en décalage avec la réalité. On vit depuis des dizaines d'années un effondrement de la biodiversité, et aujourd'hui on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait? On lève le petit doigt et à peine. Et sur ce sujet-là, moi je pense qu'il est grand temps, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, les progrès qu'ont permis ces substances sont parfaitement discutables et pour la plupart inutiles. Inutiles. On peut remplacer un bon nombre de ces produits par des remèdes ou des recours à des méthodes anciennes, certainement, mais qui sont de nouveau au goût du jour avec l'histoire du développement durable. Moi, je pense qu'on pourrait indiquer, il faut faire une véritable traque au recours à ces produits, et peut-être indiquer sur chaque substance, sur chaque produit, ou chaque élément qui contient des PFAS, on a affaire à des poisons éternels. Des poisons éternels. Qu'en pensez-vous? Merci. La parole est à Sandrine Lefeur. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Donc à vous écouter, je comprends que la situation liée à la pollution généralisée des milieux et la contamination des organismes humains est extrêmement préoccupant, car associé à des effets graves sur la santé et sur le long terme. Un élément m'interpelle malgré les connaissances scientifiques étoffées et la récente publication d'une enquête à ce sujet par un consortium international de journalistes, les citoyens restent très peu informés. Cela semble être un enjeu démocratique important, s'assurer que la connaissance de ce scandale sanitaire et environnemental se développe pour que cela devienne un enjeu politique et que des actions s'en suivent. Avez-vous des préconisations sur la manière d'interpeller le grand public à ce sujet, au niveau local en particulier, aux alentours des sites d'où provient la pollution? Je vous remercie. Merci. La parole est à Cyril Isaac Sibyl, qui nous souhaitons la bienvenue dans notre commission. Merci Monsieur le Président. Merci à votre commission développement durable pour organiser, pour m'accepter à cette table ronde sur la pollution PFAS. Je suis le député de la ville de Pierre-Bénite, où se situe l'usine Arkema. Dès fin 2021, j'étais en contact avec les journalistes Vert de Rage qui ont mis en évidence la pollution du sud de la métropole de Lyon.
Depuis, petit à petit, grâce à différents prélèvements, d'abord dans l'eau du Rhône, puis dans les sols, dans le lait maternel des femmes primitives, puis dans les œufs, les poissons, on se rend compte de l'importance de cette pollution et on en découvre l'ampleur. Donc, concitoyens des communes donc de Pierre-Bénite et l'ensemble des communes autour, Oulin, Sainte-Foy, Vernaison, Charly, Irigny, sont inquiets car petit à petit la préfecture leur demande ou leur interdit d'utiliser d'abord le terrain de sport, voisin de l'usine, puis après de manger des produits issus des fermes urbaines, puis de manger des œufs, puis du poisson. Le ministre et le gouvernement, le ministre de la Transition écologique ont été réactifs avec un plan d'action en 6 phases et des équipes de recherche, même au niveau européen, sont au travail. Je suis convaincu que nous allons parvenir à réduire l'utilisation des PFAS et les industriels commencent déjà à changer leur processus. Faut-il qu'ils n'utilisent pas des produits encore plus polluants? Mais j'ai une autre inquiétude, celle des pollutions historiques remontant à 10, 20, 30 ans ou plus. Car nous constatons toujours la présence de PFOA, c'est des produits qui étaient utilisés à 10-20 ans et qui ne sont plus utilisés. Et malheureusement, ils sont toujours là. Donc moi j'ai 2 questions simples. C'est est-ce qu'on connaît exactement l'état de pollution des eaux profondes et des nappes phréatiques? Dans le sens où je pense que c'est ces nappes phréatiques qui sont polluées depuis des années. Et existe-t-il des solutions pour dépolluer et traiter ces eaux qui servent à boire, qui servent à arroser? On parle de charbon. Merci. Quelle est leur efficacité? Je vous remercie. Merci. Alors, de manière très exceptionnelle, chers collègues, parce que c'est une question d'1 minute. Voilà. La parole est à Pascal Boyer. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Voilà, député d'un territoire de montagne, les Hautes-Alpes, les histogrammes que vous nous avez présentés, Monsieur Labadie, montrent que les rivières, les baies et les golfs sont fortement impactés. Qu'en est-il des lacs de montagne et de nos glaciers? Et ma deuxième question concerne l'incinération et l'enfouissement des déchets, notamment les emballages alimentaires ou autres substances contenant des seuils de PFAS importants qui ne sont pas encore tous triés pour être valorisés. Le tri à la source est fortement recommandé, bien évidemment pour éviter justement l'enfouissement et l'incinération. La valorisation de ce type de déchets a-t-elle une valeur ajoutée sur l'impact environnemental? Merci. La parole est à Anne Stenbach, Terra Noire. Oui, merci Monsieur le Président. Selon les travaux de l'organisation Environmental Working Group, les PFAS, donc polluants à la fois invisibles et indestructibles dans la nature, contaminent au bas mot déjà plus de 330 espèces à travers le monde. Et même les plus isolés sont concernés donc via la bioamplification, c'est-à-dire le transfert de ces composés chimiques vers les prédateurs, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Monsieur Labadie. Or, nous participons tous du même écosystème et pour Yann Cousins, professeur en chimie de l'environnement, les PFAS constituent aujourd'hui une limite planétaire au même titre que le changement climatique ou le trou dans la couche d'ozone. Mais dans le plan du gouvernement, il n'y a aucune mesure contraignante envers les industriels. Monsieur Bodenès, vous évoquiez la nécessité de mesurer le bénéfice-risque d'une interdiction, excusez-moi, mais ça me semble assez limpide à l'écoute de cette table ronde. Aucun moyen supplémentaire pour l'OFB, par exemple, aucune préoccupation affichée quant à l'impact sur les espèces vivantes autres que l'homme. Donc face à la 6e extinction de masse, pensez-vous qu'il est vraiment raisonnable d'attendre la définition de la stratégie au plan européen, surtout compte tenu de la longueur du processus que vous évoquiez, Madame Servan, et quelles seraient pour vous les mesures d'urgence à prendre en termes de protection de la biodiversité? Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicolas Rey. Merci Monsieur le Président. Ma question portera plus précisément sur l'encadrement des PFAS dans l'eau. Madame Servan, vous y avez un peu répondu tout à l'heure. L'eau, on le sait, est la première source d'exposition et de contamination aux PFAS. Il a fallu attendre un arrêté de 2022 pour que la France instaure un suivi. Alors vous l'avez dit, cette surveillance se limite aujourd'hui à 4 PFAS pour les eaux de surface et 20 pour les eaux souterraines, alors que la directive européenne en cible 24 et qu'on en dénombre peut-être plus de 4000 sortes. Ma question sera la suivante, est-ce que le ministère prévoit d'élargir cette liste de surveillance? Et deuxième question, les traitements curatifs de l'eau, type absorption au charbon, type échange d'ions, nanofiltration, est-ce que ces traitements sont efficaces pour éliminer les PFAS et est-ce que ces traitements par contre n'altèrent pas la qualité de l'eau consommée? Merci. La parole est à Gabriel Amar. Oui, non, très brièvement et de manière très terre à terre, dans notre département, le Rhône, d'autres collègues sont intervenus après moi,
nous avons des maraîchers qui aujourd'hui voient leur production impropre à la commercialisation. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut imaginer qu'on ouvre un chantier de dédommagement ou de prise en compte de cette situation immédiate, et se pose la question aussi du transfert de ce type d'activité, de voir comment on les accompagne pour maintenir leur outil de travail alors que le foncier dont ils disposent jusqu'à présent n'est plus apte à recevoir leur culture et à être vendu sur les marchés, notamment dans notre département. Tous les collègues ont pu s'exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Mesdames, Messieurs, je vous laisse le soin de répondre aux interrogations des députés. Alors je vais commencer sur les questions qu'il y a eu sur les utilités des PFAS, sur notamment le domaine de la santé. Alors il faut savoir que certains PFAS sont effectivement des médicaments. Des médicaments sont des PFAS, certains antidépresseurs notamment font partie de la famille des PFAS, et pour ces substances-là, il n'est absolument pas question dans le projet européen de les interdire, ils sont complètement hors du projet. Donc il n'est pas question d'y toucher ou de les interdire. Concernant les PFAS qui sont utilisés notamment dans les dispositifs médicaux comme les prothèses de hanche, je pense, également là, dans le projet de restriction européen, la dérogation, il y a une dérogation sur ces usages-là et qui laisse beaucoup de temps de trouver des alternatives. C'est 13,5 années là, pour cet usage-là pour trouver d'autres solutions. Donc tout ce qui concerne la santé, évidemment, il n'est pas question d'interdire immédiatement ces substances. Il y a une question très intéressante sur l'éventualité de faire des études épidémiologiques dans les zones très contaminées comme au sud de Lyon. Donc nous, c'est évidemment quelque chose que l'on souhaite voir apparaître, en particulier pour les femmes enceintes qui ont contaminé leur fœtus durant leur grossesse, et les femmes allaitantes. Il est très important d'avoir des données sur ces populations les plus vulnérables. Également, et là on rejoint la question qui a été évoquée sur la transparence. Il est absolument nécessaire d'avoir toute la transparence sur tout le territoire sur ces questions d'analyse disponibles en France. Vous avez effectivement dit que par rapport à ce qui est fait autour de Pierre-Bénite, effectivement, les données sont disponibles et sont mises sur le site de la DREAL du Rhône. Par contre, il y a d'autres données qui sont faites en France, notamment des analyses de poissons qui ont été faites par plusieurs DREAL et qui ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Nous, Génération Future, nous avons écrit à ces DREAL pour avoir accès à ces résultats. Qu'est-ce que ça donne partout en France? Quel est l'état de contamination des poissons de nos rivières? Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas eu de réponse à nos demandes. Également, il semble, je l'ai dit aussi, primordial d'avoir accès aux conclusions du rapport commandé par Barbara Pompili, qui aurait dû être dévoilé en octobre dernier. Monsieur Nicolas Thierry, vous avez écrit pour faire cette demande également. Donc voilà, donc nous c'est vraiment une question qu'on a. Qu'en est-il de ce rapport? Et il faut absolument qu'il soit publié. Je pense que beaucoup de réponses à nos questions seront présentes dans ce rapport. Sur la question des traitements et des moyens de dépollution, peut-être que Pierre, tu serais plus à même de répondre. Non, en fait, pas vraiment. Je sais qu'ils existent, non, mais ce que je veux dire par là, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je ne suis pas du tout spécialiste des traitements, il y a des solutions techniques qui existent, certaines ont été évoquées. Ce qui est sûr, c'est que ma compréhension de ce sujet-là, c'est que ça ne peut pas être mis en application de façon généralisée, que c'est des applications ciblées pour des questions de coûts et de consommation énergétique. Donc je pense que c'est des actions ciblées. Je vous en dirai pas plus sur le sujet parce que j'ai pas les éléments. Je voulais juste revenir sur une des premières questions qui a été posée là, sur les usages essentiels, sur les services rendus par les PFAS. Oui, bien sûr, il y a des usages essentiels. Je pense notamment au milieu médical, il y a la production de batteries qui a été évoquée. Par contre, il y a aussi beaucoup d'usages de confort. Je pense qu'on peut très bien se passer en fait de poêle anti-adhésive
On peut se passer de matériaux fluorés dans des vêtements textiles extérieurs. Et je ne vais pas y faire toute la liste, hein, on n'a pas le temps, mais je pense que le débat va vraiment, la réflexion doit vraiment porter sur le caractère essentiel des usages. Et là c'est une opinion que j'exprime, pas un fait scientifique, mais à titre personnel, je pense qu'effectivement, on doit vraiment se poser la question du caractère essentiel et cibler les usages en ayant en tête que de toute façon, la solution idéale serait à terme d'arriver à se passer complètement de ces composés-là. Et donc de favoriser l'innovation pour essayer de trouver des alternatives dans tous les domaines. Il y avait une question sur la, mais peut-être que vous pourrez compléter en fait sur l'acquisition, le décalage entre l'acquisition des connaissances scientifiques et la prise de décision sur le Rhône. En fait, les scientifiques, notamment lyonnais, mais pas uniquement, on était associés en fait à ces travaux-là. Sur le Rhône, il y a des données, les premières données, je pense, sont sorties, en tout cas dans le contexte académique, au moins autour de 2015 et peut-être même un petit peu avant. Après, notre rôle en tant que scientifique, ça va être de valoriser ces résultats par des publications scientifiques, par des communications dans des colloques, des communications grand public. Mais c'est vrai que souvent, le lien en fait avec les décideurs, il est faible. Nous, nos interlocuteurs, ça peut être les agences de l'eau, l'OFB éventuellement, mais en gros, pour nous, ça s'arrête là. Et après, ça ne nous appartient plus vraiment. Et c'est vrai que ça nous questionne beaucoup. Enfin, je le mentionnais tout à l'heure. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on a des données sur la zone, on sait que c'est un point chaud de contamination. Il y a un peu la même situation en région parisienne, enfin dans le bassin de l'Oise. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que scientifique, ça nous interroge. Alors par rapport aux questions posées sur les traitements possibles des pollutions, notamment des pollutions historiques et des eaux souterraines, ce qu'on constate, c'est que on retrouve déjà des nappes phréatiques contaminées par des PFAS à proximité des endroits où il y a eu des rejets importants de PFAS de par le passé. Ce sont des nappes plutôt superficielles, telles qu'on le comprend aujourd'hui, qui sont touchées. Les nappes profondes ne sont pas, d'après ce qu'on comprend, hein, et je suis prudent, touchées par ce phénomène-là. Sur le traitement, il existe donc des dispositifs pour traiter ces substances et pour piéger ces substances. On en a évoqué tout à l'heure quelques-unes. Hein. Il y a le traitement par charbon actif, il y a le traitement par résine échangeuse d'ions. On voit que pour le traitement au moins les effluents les plus chargés, ce sont des traitements qui sont efficaces. On voit que pour des niveaux de contamination plus faibles, donc des concentrations plus basses et plus compliquées à aller rechercher, ce sont des techniques qui fonctionnent également. Et donc on voit que nos homologues européens ont déjà mis en place des dispositifs de traitement d'eau potable qui utilisent ces techniques relativement conventionnelles. Donc c'est des choses qui marchent. La technique de chauffage, pour moi, n'était pas dans mon scope, tout cas, je ne l'avais pas repéré jusqu'à présent. Le fonctionnement chimique de ces substances fait que, avec des dispositifs de piégeage soit mécaniques, soit chimiques, on arrive à les piéger. Donc ça c'est quelque chose de plutôt rassurant. Sur la question de Jean-Luc Fugit, oui, bien sûr, sur la meilleure connaissance des niveaux d'imprégnation. Jusqu'à présent, l'Agence régionale de santé du département du Rhône n'a pas demandé la réalisation d'une telle étude. Et donc, je fais avec ce que les gens qui s'occupent de risques sanitaires produisent au niveau local. Et donc il n'y a pas de demande en cours côté ARS d'une étude épidémiologique pour mieux connaître les effets potentiels de cette situation. C'est quelque chose qui peut peut-être évoluer puisque on apprend au fur et à mesure que les mesures sont faites du niveau de contamination de l'environnement du site. Sur l'alerte et sur le fait qu'on prend des mesures maintenant alors qu'on connaissait, donc la connaissance
du fait qu'il y avait une imprégnation à ce type de substances, et notamment les PFOS et le PFOA, qui ont été les deux premières substances utilisées massivement par le monde, c'est exact. Ce qu'on constate quand même, c'est une accélération des travaux sur les effets sanitaires des substances en question. Il a été évoqué tout à l'heure la nouvelle norme de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, qui est effectivement de 4,4 nanogrammes par kilogramme de poids corporel. C'est une norme qui a été sortie l'année dernière, en 2022, et qui vient abaisser de manière très significative les valeurs toxicologiques qui étaient jusqu'à présent utilisées dans ce domaine-là. Donc ce qu'on constate quand même, c'est au fur et à mesure qu'on comprend mieux quels sont les effets de ces substances sur l'organisme, les normes sanitaires baissent, ce qui fait que du coup des sites qui ne présentaient pas forcément un problème sanitaire, du fait de leur niveau de contamination, peuvent ou pourront le présenter demain. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important aussi à comprendre dans cette question sur les PFAS. Il y a ensuite la question de l'étiquetage de ces substances. Alors il faut savoir que dans le cadre de la loi AGEC a été prise une disposition qui vise à étiqueter la présence de substances dangereuses sur les produits à disposition du consommateur, que les textes d'application prévoient que les substances sont désignées par l'ANSES, et donc si une substance est dangereuse et que l'ANSES ne l'a signalée, eh bien elle doit faire l'objet d'un marquage de la part du metteur en marché. Donc c'est un dispositif qui existe déjà. Là aussi, le temps que certaines substances soient déclarées dangereuses dans ces réglementations fait que ça prend un peu de temps, mais c'est tout à fait possible. Et pour l'instant, sont concernées par ce dispositif les substances dites extrêmement préoccupantes au titre de REACH. Il y a 7 substances extrêmement préoccupantes au titre de REACH qui sont des PFAS et qui pourraient rentrer dans ce dispositif. Sur l'incinération, donc effectivement, pour se débarrasser des PFAS, on les piège, on peut les piéger avec des résines échangeuses d'ions sur tout ce qui est effluent liquide, ou bien sur des eaux de surface ou des eaux souterraines qui seraient contaminées. Après, il faut les traiter, et le meilleur traitement est un traitement thermique. Et donc il y a des questions aujourd'hui sur quelle est la température optimale pour détruire les substances en question, et on fait travailler l'INERIS sur cette question-là. Sur les pollutions historiques, bien effectivement, c'est aussi un sujet, et c'est dans le plan d'ailleurs, donc on prévoit d'identifier les sites qui potentiellement ont été touchés par ces pollutions. Il y a 129 sites aéroportuaires qui ont pu être contaminés par des mousses au PFAS parce qu'ils ont été réalisés des incendies, et donc ces sites-là sont connus, et le plan prévoit que la Direction générale de l'aviation civile mette en place des mesures pour regarder quelles sont les concentrations en PFAS dans les sites en question. Il y a d'autres sites qui sont concernés par ces dispositions-là. Antea, qui est une entreprise qui est bien connue dans le domaine de la pollution des sols, a développé un logiciel qui s'appelle Activipol, et qui permet, en fonction des activités passées, de pouvoir désigner des sites qui pourraient être concernés par une pollution en PFAS. On les voit la semaine prochaine pour justement voir comment ces travaux d'identification de sites historiques contaminés peuvent être concernés par ces mesures. S'il y a des sites qui sont identifiés avec des pollutions qui nécessitent des traitements parce que potentiellement problématiques pour la biodiversité et pour la santé, il y aura des mesures de prise pour demander des décontaminations des sites en question, et ce sont ces principes pollueur-payeur qui s'appliquera dans ce type de circonstances. Je voudrais juste répondre à une dernière question. Il y avait une question sur comment on informe les citoyens et comment interpeller les citoyens. Donc j'y réponds parce que c'est vraiment le cœur de l'action de Génération Future. Nous,
par nos rapports qu'on publie, on essaie de vulgariser ce sujet et de le rendre accessible au plus grand nombre. Et notre relais local à Lyon est extrêmement actif sur la problématique à Pierre-Bénite, avec l'organisation de nombreuses réunions d'information, des actions menées aussi, même ce week-end encore, sur des actions sur la contamination des poissons. Ils ont fait ça le 1er avril. Voilà, pour interpeller ces citoyens. On a aussi une plateforme qui permet d'interpeller les élus, qui s'appelle Check ton politique, et on met régulièrement sur notre site disponible cette plateforme d'interpellation sur le sujet des perfluorés. Oui, je voulais compléter effectivement sur cette question de l'information des concitoyens, puisque aujourd'hui, il y a d'ores et déjà des informations qui sont disponibles dans les bases ADES, dans les bases JIDAF qui sont accessibles pour le public, mais elles sont, il faut les trouver, donc il faut les chercher. Donc, un des points importants de cette démarche, ce sera sans doute de centraliser les informations sur ces pollutions, de manière à pouvoir rapidement, comme l'a fait l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs, en un coup de clic, regarder c'est quoi les niveaux de contamination qui ont été trouvés dans les poissons, dans l'environnement, dans les œufs, dans les sols et autres. Je pense qu'effectivement, il y aura un effort de rationalisation et de faciliter l'accès à ces informations sur les questions de PFAS. Et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, notamment dans le cadre du groupe santé-environnement. Et la présidente est avec nous aujourd'hui. C'est comment essayer effectivement de mieux mettre de la transparence sur ces questions-là, à la fois sur le niveau d'imprégnation, de contamination à ces substances, et puis aussi sur les mesures qui peuvent être mises en place pour réduire ces contaminations et les actions qui sont entreprises sur ce sujet. Merci. Monsieur Nicolas Thierry voulait réagir. Oui, merci Monsieur le Président de me redonner la parole. Je veux juste insister sur un point, Monsieur Daubenez, pour la DGPR. Je crois que vous n'avez pas répondu sur le rapport commandé par Barbara Pompili et qui devait être rendu public il y a plusieurs mois. Il me semble important qu'au regard de la situation, que ce rapport puisse être accessible et rendu public. Donc pouvez-vous nous dire quand nous aurions accès? Ça me semble extrêmement important, surtout qu'on peut imaginer que le plan qui a été déployé par le gouvernement s'est appuyé sur ce rapport, donc il doit être en effet terminé. Donc en tant que parlementaire, et même pour le grand public, ça me semblerait extrêmement important qu'on puisse y avoir accès. Merci. Je pense que d'ici quelques jours, ça devrait être possible, puisque dans le cadre de la loi climat et résilience, il était prévu que le gouvernement remette au Parlement un plan sur ces questions de PFAS. De ce que je sais, il doit y avoir un clic qui soit fait au niveau de Matignon pour valider la transmission du rapport en question. Je pense que l'audition d'aujourd'hui sera l'occasion d'accélérer le déclenchement du clic, de façon à ce qu'on puisse bien vous transmettre le rapport et rendre toutes ces informations publiques. Je suis le plus impatient d'entre vous encore que ces informations soient bien rendues publiques. Merci pour votre réponse. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Pas d'autres réactions? Très bien. Écoutez, merci chers collègues pour votre participation et les questions qui ont été posées. Mesdames, Messieurs, merci pour les réponses apportées à la représentation nationale. Et une nouvelle fois, vous avez pu voir la motivation des collègues à travailler sur ce sujet essentiel.